Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République par intérim a regagné Bamako hier en provenance de Niamey au Niger avec le président nigérien. Il a discuté des voies et moyens pour une sortie de crise dans notre pays. Le président nigérien qui a appelé à une synergie d'action pour rétablir rapidement l'intégrité territoriale du Mali. Il s'est exprimé au cours d'une séance de travail qui a réuni les deux délégations maliennes et nigériennes. Le récit de nos envoyés spéciaux, Brema Koulibaly et Bourama Traoré. C'est au palais présidentiel que Maliens et Nigériens se sont retrouvés pour une séance de travail. Les deux délégations ont passé en revue les relations bilatérales. Mais la situation au nord du Mali a dominé les débats. Une question sur laquelle les deux pays ont une convergence de vues. Le coup porté au Mali est un coup porté au Niger et à l'ensemble de notre sous-région, dont les peuples n'aspirent qu'à la stabilité, à la paix et au développement. Je voudrais vous exprimer, Monsieur le Président, et à travers vous exprimer à l'ensemble du peuple malien frère notre solidarité, mais aussi notre engagement à bâtir avec lui les bases stratégiques de la libération de son territoire occupé par les forces obscurantistes et leurs alliés. Depuis plusieurs mois, le Mali n'a plus le contrôle des 2/3 de son territoire. Une situation inacceptable selon le président nigérien, pour qui l'heure n'est plus au beau discours, mais il faut agir vite et même très vite. Le temps des hésitations stériles doit laisser la place à celui de l'engagement et de l'action solidaire, car rien, absolument rien, ne saurait justifier les atermoiements de la communauté internationale qui ne feront que conforter les occupants illégaux du Nord Mali à poursuivre leur forfaiture. Le président de la République par intérim reconnaît et apprécie l'engagement du Niger à aider le Mali à sortir rapidement de cette crise. Crise qui sera résolue soit par le dialogue politique, soit par la force selon le procès Dioncounda Traoré. Pour l'instant, la priorité est donnée aux négociations. Mais attention, avertit le président Traoré, tout ne sera pas négocié. L'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Il ne sera pas non plus question d'autodétermination et il ne sera pas également question de remise en cause de la forme républicaine de l'État et de sa laïcité. Dès lors que ces conditions sont respectées, nous sommes prêts à nous asseoir autour d'une table et à parler de tout le reste. Au terme de cette séance de travail, un communiqué conjoint a été adopté. Dans ce communiqué, le Niger et le Mali décident de renforcer davantage les coopérations militaires dans la lutte contre le terrorisme. Les deux chefs d'État se sont félicités de la signature de l'accord de coopération militaire entre le Niger et le Mali le 23 septembre 2010 à Bamako. Ils ont instruit les deux ministres chargés des Affaires étrangères d'engager sans délai la procédure de ratification du dit accord en vue de permettre opportunément sa mise en œuvre. Les deux chefs d'État ont également exprimé leur attachement au principe d'un dialogue sincère pour parvenir à un règlement durable des différends. Ils réitèrent également leur détermination à œuvrer pour la stabilité dans cette partie du continent afin de permettre aux pays de la sous-région de consacrer leurs ressources au développement. Après la séance de travail, les deux chefs de l'État se sont prêtés aux questions des journalistes. Les confrères se sont surtout intéressés à la date d'intervention militaire dans le nord du Mali. Septembre 2013, selon certaines informations. Ce n'est pas l'avis du président Dioncounda Traoré. Ceux qui l'ont affirmé, l'ont affirmé. Peut-être par méconnaissance des réalités du terrain, mais il est évident que ni le Mali, ni les amis et les frères du Mali n'attendront le mois de septembre pour régler cette question. Le président de la République par intérim et son gouvernement de transition a pied d'œuvre pour trouver une solution à la crise que traverse notre pays. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est arrivé hier lundi à N'Djamena où il a été accueilli par son homologue tchadien Emmanuel Madingar. Le chef du gouvernement malien doit être reçu par le président tchadien Idriss Déby Itno, qu'il tiendra informé des efforts en cours au plan national et international pour surmonter la crise malienne. Il évoquera à cette occasion la détermination des forces de défense et de sécurité à reconquérir les territoires occupés dans le pays. Il va également souligner l'importance du soutien des partenaires du Mali
parmi lesquels le Tchad est toujours dans le même domaine. Le ministre des Affaires étrangères est en déplacement, il est à Ouaga pour y rencontrer les groupes rebelles MNLA et Ansardine, une rencontre qui va dans le cadre de la médiation de la CEDEAO dirigée par le président du Burkina Faso. Actualité de nos régions avec la journée de lutte contre le sida célébrée à Kolokani. Les acteurs régionaux ont donné au cours d'une cérémonie des informations tant sur les activités menées dans la région que sur le slogan de 2012, à savoir « Tous unis pour atteindre l'objectif zéro sida au Mali ». De Koulikoro, le reportage de Ousmane Kouita. C'est dans les Bélédougou à Kolokani que les autorités de la 2e région ont lancé l'édition 2012 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une célébration qui a permis aux acteurs régionaux de faire l'état des lieux de la lutte contre le VIH et le sida dans la région de Koulikoro. Il s'agit des séances de sensibilisation menées qui ont touché plus de 9 900 personnes et les 6 770 femmes enceintes dépistées. Ce slogan 2012 couvre certainement plusieurs problématiques de la réponse au VIH-sida aussi. Sa pertinence est liée à la volonté d'aller à l'accès universel, c'est-à-dire la nécessité pour chaque Malien de prendre conscience et de jouir de son droit à l'accès aux services de prévention, de traitement et de soins et de soutien. Vous savez que la capitale régionale a abrité ces cérémonies pendant un certain temps. Et donc depuis 2009, nous avons pensé qu'il fallait aller effectivement dans les cercles pour faire la manifestation aussi, pour donner des informations aux populations. Autour d'une manifestation populaire émaillée des sketchs et des plaidoyers, les autorités ont invité la population à accompagner le processus en cours pour l'atteinte des objectifs, à savoir zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. La cérémonie a été mise à profit pour lancer la campagne nationale de lutte contre le sida en 2e région. Et lancement dans la commune rurale de Missirikoro, cercle de Sikasso de la campagne nationale de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées, une campagne qui doit s'étendre sur l'ensemble de la 3e région excepté Bougouni et Yanfolila, nous signale Sidi Djurti. Par le lancement de cette campagne de lutte contre les maladies tropicales négligées dans la commune rurale de Missirikoro, les responsables de la région de Sikasso veulent réduire à grande échelle leur impact pour une élimination totale. Ces maladies sont la bilharziose, les vers intestinaux, la filariose lymphatique, l'onchocercose et le trachome. Elles ont une prévalence variable dans la région de Sikasso, d'où cette campagne de traitement de masse à l'adresse des populations et excepté les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les grands malades. L'albendazole, c'est un comprimé pour toute personne. Là, on ne fait pas de différence d'âge ou de poids ou de taille. Maintenant, pour l'ivermectine, il s'agit de mesurer la personne et de voir la gradation sur les rubans. Le nombre de comprimés correspondant à la taille est marqué sur les rubans. Donc c'est le nombre de comprimés qu'on va donner pour l'ivermectine. C'est sur ces différentes dispositions que le Conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la zone de Sikasso, Kamafili Sissoko et sa suite, ont administré les premières doses aux enfants et aux adultes. Ces maladies ont un impact négatif sur la croissance et le développement de l'enfant. Elles sont aussi à l'origine de complications pendant la grossesse, d'une insuffisance pondérale à la naissance, de lésions défigurantes significatives et parfois incapacitantes, des cas de cécité, d'une exclusion sociale et d'une réduction de la productivité économique et du revenu familial. Les différentes maladies tropicales négligées affectent plus d'1 milliard de personnes par an et tuent environ 500 000 selon l'Organisation mondiale de la santé. La microfilariémie, réalisée à Bougouni et à Yanfolila avec ses résultats, démontre que ces districts sanitaires ont atteint le seuil d'élimination des MTN et bénéficient de l'arrêt de traitement en restant sous surveillance. En 4e région, la Fédération régionale des associations de personnes handicapées a célébré la Journée internationale des personnes handicapées, célébration qui a été marquée par une sensibilisation des autorités communales de Ségou sur le handicap et le développement local inclusif de Ségou, le compte-rendu de Brahima Kone. L'édition 2012 de la Journée internationale des personnes handicapées se veut un espace d'échange sur l'élimination des obstacles pour créer une société inclusive et accessible à tous.
C'est dans cet ordre d'idées que la Fédération régionale des associations des personnes handicapées Fera de Ségou a invité les 30 maires des communes du cercle de Ségou. Je lance un appel ardent, n'est-ce pas, à toutes les autorités administratives et politiques d'impliquer les personnes handicapées au développement socio-économique, n'est-ce pas, de leur localité. Donc, et ensuite dire aux personnes handicapées, en tout cas, d'approcher, n'est-ce pas, les autorités communales. Ainsi, les autorités communales du cercle de Ségou devront être sensibilisées sur le handicap, le développement local inclusif et l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments publics. Notre pays, à travers sa constitution, a réaffirmé son attachement et sa détermination au respect de tous les droits de la personne humaine. À cet égard, les personnes handicapées méritent toute notre attention. Tout doit être mis en œuvre pour favoriser leur intégration socio-économique, notamment l'accès à l'école, les soins de santé, l'accès à l'emploi selon leurs capacités. Le pays a besoin de tous ses fils pour l'œuvre de son développement. Un sketch des débats sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes handicapées ont marqué la journée. Cette action de la Fera de Ségou est soutenue par Handicap International. Direction la Côte d'Ivoire pour parler économie avec la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bien que créée depuis 1996, la bourse reste peu connue du grand public. Pour mieux la faire connaître, ses responsables ont initié une conférence de presse au siège de l'institution à Abidjan. Sira Bachili était notre envoyé spécial. La Bourse régionale des valeurs mobilières est une institution financière composée de sociétés anonymes et chargée de l'organisation du marché boursier. Entendez par marché boursier un espace où se négocient les actions et les obligations. Les missions de la BRVM se résument donc à la diffusion de l'information boursière et à la gestion du fonds de garantie du marché. Le capital de la BRVM est majoritairement détenu par les opérateurs commerciaux de l'espace UEMOA. Nous avions démarré avec 35 sociétés que nous avions récupérées de l'ancienne bourse des valeurs d'Abidjan. Au cours des 14-15 dernières années, nous avions accueilli 11 nouvelles sociétés à la BRVM. Nous en sommes en 37, tout simplement parce qu'il y a eu 9 opérations capitalistiques en termes de fusion, acquisition et de radiation. Donc nous sommes aujourd'hui à une progression nette de 2 nouvelles sociétés à la côte. La bourse a connu des fluctuations dues essentiellement à la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, siège de l'institution. Et selon le directeur, tout est rentré dans l'ordre. Ainsi, d'1 milliard de francs CFA en 1998, la capitalisation des actions est passée à plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA en 2012. La BRVM se positionne ainsi au 13e rang des bourses africaines. Une progression qui doit motiver de nouvelles orientations et actions stratégiques pour le développement. L'ambition, c'est de faire en sorte que la BRVM rentre très rapidement dans le top 5 des bourses africaines. Très rapidement, horizon 2020, évidemment. Pour y arriver, il faut que nous puissions faciliter l'accès à notre marché pour les entreprises de façon générale et particulièrement pour les entreprises PME, PMI et entreprises à fort potentiel de croissance. Pour les journalistes et pays membres de l'UEMOA, il va falloir accentuer la communication avec des termes plus simples et accessibles aux citoyens moyens. Préoccupation notée au niveau de la BRVM qui prévoit d'ailleurs le lancement du projet SMS Bourse, ce qui permettra aux sociétés cotées d'avoir en temps réel les informations boursières nécessaires. Après son passage à la tribune des Nations Unies, Mahmoud Abbas est entré au pays avec le sentiment de mission accomplie. Le chef de l'autorité palestinienne a promis que sa tâche prioritaire sera la réconciliation qui se fait de plus en plus difficile. Attendu en héros par des milliers de Palestiniens agitant leur drapeau national, Mahmoud Abbas est rentré de New York à Ramallah en Cisjordanie avec le sentiment de la mission accomplie. Campé sur sa stratégie pacifiste qui s'est avérée payante, le président de l'autorité palestinienne a dédié à Yasser Arafat, son prédécesseur historique, un succès qu'il a résumé en quelques mots très simples. Oui, nous avons maintenant un État.
À la foule venue l'accueillir, il a promis que sa tâche prioritaire dans les prochains jours sera d'œuvrer à la réconciliation palestinienne. Il a également réaffirmé que Jérusalem serait à jamais la capitale de l'État de Palestine. Une manière de dire à Benyamin Netanyahou que la balle est désormais dans son camp. Ce dernier n'a d'ailleurs pas tardé à riposter. Outre le blocage du transfert de 92 millions d'euros de taxes dues aux Palestiniens, le Premier ministre a annoncé son intention de construire 3000 logements dans les quartiers de colonisation de Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Aujourd'hui, nous bâtissons et nous continuerons de bâtir à Jérusalem et dans tous les lieux qui sont inscrits sur la carte des intérêts stratégiques de l'État d'Israël. La décision de construire, notamment en zone dite E, entre la colonie de Ma'ale Adoumim et Jérusalem-Est, est certes mal accueillie par les Palestiniens, mais aussi par la presse et les pacifistes de l'État hébreu. Construire en zone E1, c'est construire au cœur d'un État palestinien potentiel. Si Israël construit en zone E1, il n'y aura plus d'accord possible pour une solution à deux États. Qualifié par le quotidien Haaretz de camouflé aux États-Unis, l'annonce de Benyamin Netanyahou a provoqué la colère en Europe. Paris et Londres ont convoqué les ambassadeurs israéliens et envisageraient même de rappeler les leurs. L'actualité dans le monde en bref et en images nous amène au Japon avec cet effondrement d'un tunnel. Nous irons en Colombie pour parler des FARC et aussi en Birmanie avec ces manifestations contre un projet de construction de mines chinoises. Mais avant, voyons du côté de la frontière turque qui reçoit plusieurs Syriens fuyant les combats. L'escalade de tensions se poursuit à la frontière entre la Syrie et la Turquie. 12 personnes sont mortes dans un raid de l'aviation syrienne sur la ville de Ras Al Ain. Des milliers de personnes ont fui de l'autre côté de la frontière pour trouver refuge. Parmi les blessés, des rebelles ont également été transférés dans des hôpitaux turcs. Des tensions qui ne cessent de monter entre les deux voisins, alors même que le déploiement de missiles sol-air Patriot est à l'étude le long de la frontière turque. La Colombie lance un ultimatum à la guérilla des FARC avant la reprise des négociations de paix. Le président Juan Manuel Santos donne jusqu'à novembre 2013 aux rebelles pour conclure un accord. Peu après ce discours, l'armée colombienne a annoncé avoir tué une vingtaine de rebelles dans un bombardement. Depuis une cinquantaine d'années, le conflit avec la guérilla marxiste aura causé des centaines de morts et plus de 4 millions de déplacés. Au Japon, les autorités annoncent un audit après l'effondrement du tunnel dans lequel 9 personnes sont mortes. La police, quant à elle, ouvre une enquête pour négligence. Des images de vidéosurveillance montrent des dalles de béton fracassées, ce qui indiquerait une possible faiblesse au niveau de la structure centrale. Reste à en déterminer les causes. Des ingénieurs ont commencé à examiner plusieurs autres tunnels bâtis sur le même modèle, au nombre d'une vingtaine à travers le pays. En Birmanie, les manifestations se poursuivent contre les forces de l'ordre. En début de semaine, la police avait dispersé 300 personnes protestant contre un projet de construction d'une mine de cuivre chinoise. Lors de ces contestations, une centaine de personnes, dont des moines, avaient été gravement blessées. Depuis, la colère ne retombe pas. Les manifestants dénoncent des expropriations en échange d'indemnisations dérisoires. L'opposition contre les grands projets chinois qui ont longtemps profité des largesses de la junte est de plus en plus marquée en Birmanie. Retour à l'actualité nationale, le magazine Santé de la semaine s'intéresse à cette affection fréquente du système oreille-gorge-nez qu'il faut savoir traiter à temps. La sinusite, qui est différente du rhume et de la rhinite, représente 9 à 11% des consultations courantes du service ORL du CHU Gabriel Touré. Focus Santé, c'est une réalisation de Tissera Dambélé. La sinusite, comme son nom l'indique, désigne l'inflammation des muqueuses qui recouvrent l'intérieur des sinus. Les sinus, eux, sont les cavités remplies d'air présentes dans les différents os du visage. L'origine de l'inflammation des sinus est infectieuse, est liée à une perturbation de la ventilation dans un ou plusieurs sinus, à une infection et à d'autres facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants, ça peut être des malformations. La personne peut naître avec,
comme une déviation de la cloison. La cloison, c'est quoi? C'est le mur qui sépare les deux fosses nasales. Cette cloison peut être déviée d'un côté. Alors, il y aura un rétrécissement donc, de la fosse nasale de ce côté-là, et cette cloison peut aller boucher l'ostium, alors qu'il ne sera plus ventilé. Première chose. Il peut avoir une formation tumorale dans le nez, un polype, donc il va aller boucher cet ostium-là, alors le sinus ne sera plus ventilé et va se surinfecter. Le tabac est un facteur favorisant de la sinusite. C'est vrai, notre environnement, la poussière, tout cela, sont des facteurs favorisants de cette sinusite-là. La sinusite maxillaire est la plus fréquente. 60% des sinusites qui représentent environ 9 à 11% des consultations courantes au service ORL du CHU Gabriel Touré. Les principales manifestations de la maladie sont au niveau de la face. Le patient vous dira, docteur, j'ai le nez bouché. À cela s'associe une urinorée, qui veut dire écoulement nasal, qui est purulent, donc jaunâtre, du pu. Cette urinorée peut être antérieure, c'est-à-dire ça coule par l'avant du nez, ou en arrière de la gorge, ça peut être une urinorée, nous disons, postérieure. À cela peuvent s'associer sur le patient une sensation de mauvaise odeur dans les fosses nasales, que nous appelons la cacosmie. Et parfois, ces patients se plaignent la nuit, pendant le sommeil, de toux nocturnes incessantes. Et le matin au réveil, avec une gêne laryngée ou bien une gêne à la phonation. C'est des patients qui ont des troubles de l'élocution, que nous appelons chez nous dysphonie. En dehors de cela, il faut savoir qu'il y a une douleur à la pression de la région maxillaire. Donc nous faisons une pression avec les deux doigts au niveau du maxillaire. Le patient sent une vive douleur. Et après cela, donc le patient donc, dans sa plainte pouvait même dire qu'il avait une douleur lors de la flexion de la tête en avant. Oui, une sensation de pesanteur donc, au niveau de la tête. À tous les âges, on peut souffrir d'une sinusite, mais chez l'enfant de 6 mois à 5 ans, c'est plutôt la sinusite ethmoïdale qu'on rencontre, les autres sinus n'étant pas encore développés. Ça se manifeste comment chez l'enfant? On a un œdème palpébral, c'est-à-dire un gonflement des paupières, un gonflement de l'angle interne de l'œil, c'est-à-dire c'est cette partie-là qu'on appelle chez nous l'angle interne de l'œil, avec une fièvre très élevée, avec une altération de l'état général. Et c'est sujet de complications. C'est une maladie qu'il faut rapidement traiter. La prise en charge de l'inflammation des sinus est faite en ORL. Elle peut être médicale ou chirurgicale. D'aucuns nous demandent est-ce qu'elle guérit, comme vous l'avez dit tantôt. Elle guérit, mais elle peut revenir. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tantôt qu'il y a des facteurs favorisants. Quelqu'un qui a une déviation de la cloison qui est à la cause donc de sa sinusite, on aurait traité cette sinusite-là, la personne guérira de cet épisode-là. Mais du fait que le facteur favorisant n'a pas été traité, il se pourrait que cette sinusite revienne. Ça peut être dans 6 mois, dans 8 mois, dans une année, mais elle peut revenir. Et donc, pour vous dire que cette sinusite, elle guérit. Il est important de savoir que certaines dents ont un rapport très important avec le plancher, donc le bas du sinus maxillaire. Ce sont quoi? C'est les deuxièmes prémolaires, la première molaire et la deuxième molaire. C'est 3 dents. Toute carie développée à ce niveau non traité peut par contiguïté, si j'ose dire, par voisinage, entraîner une sinusite. Alors, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on en guérit? On traite la sinusite tant que la personne n'aurait pas traité sa carie. Alors, la sinusite reviendra. Un échec ou un retard dans la prise de décision peut coûter cher. On peut avoir les complications à type de méningite, donc d'abcès du cerveau. Le pu, il y aura une collection purulente donc, dans le cerveau. Il peut avoir du pu qu'il a se localiser à côté de l'œil et bloquer là-bas le nerf optique, aller jusqu'à la cécité. La personne ne verra pas, perte de l'œil. Certaines mesures permettent de réduire le risque de contracter la maladie une première fois ou de nouveau, comme se laver les mains au savon, ne pas s'exposer à tout ce qui provoque une allergie, éviter de fumer ou de s'exposer à la fumée du tabac qui irrite les sinus, de même que éviter l'accoutumance aux décongestionnants sous forme de vaporisateurs nasaux. Sur ce se referme cette édition des Sissoko sera là pour celle du soir. Restons de cœur rédaction avec nos parents des régions occupées. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie de nos programmes. Merci et à demain 10h.